Le départ à la retraite à 65 ans est une réforme qui est enterrée, c'est ce qu'affirment de concert la NUP et Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori des Échos, vous écrivez que, à lire aujourd'hui évidemment dans le quotidien, que le crédit politique d'Emmanuel Macron pour changer la France est minuscule. C'est un président sans pouvoir législatif qui pour l'instant entame ce nouveau mandat. C'est un président avec une légitimité extrêmement faible. Si vous faites la comparaison par rapport à 2017, c'est frappant. Il est élu en 2017 au second tour contre la même candidate qu'en 2022, mais avec beaucoup plus de voix. En 2017, son parti remporte la majorité absolue. Là, son parti en est loin. Et dans une assemblée qui va être extrêmement divisée, puisqu'il va y avoir 8 groupes parlementaires, dont 3 qui vont pouvoir déposer des motions de censure, et qui vont aussi pouvoir aller au Conseil constitutionnel. Donc ça va être au Parlement quelque chose qui va être extrêmement compliqué. Troisième et dernier point, en 2017, Emmanuel Macron avait un programme clair, un programme qu'il avait en fait mûri depuis 10 ans quand il avait été rapporteur de la commission Attali. Il avait fait une vraie réflexion de fond sur ce qu'il fallait faire en France dans la commission Attali, ensuite à l'Élysée aux côtés de François Hollande, puis en tant que ministre. Et donc quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il avait des projets, des projets de loi qui étaient en fait déjà très très mûris dans sa tête et qu'il avait vendus dans sa campagne. Là, si vous pensez à la campagne qu'on vient de vivre, qui en plus était une campagne extrêmement brève, à la fois à cause de la guerre en Ukraine et du choix présidentiel, de cette campagne, est-ce que vous pouvez me citer 2 ou 3 mesures fortes? C'est très très difficile, alors qu'il y a 5 ans c'était facile. Donc, sans avoir vendu tout un projet, tout un ensemble de réformes à la population, avec une élection un peu moins confortable qu'il y a 5 ans, et surtout une assemblée où il n'a plus la majorité, ça va être très, très difficile de faire avancer des grands projets. Donc on entend souvent la France risque d'être ingouvernable et que l'immobilisme nous pend au nez. Historiquement, on a des précédents Oui, et moi je ne suis pas aussi négatif sur ce qui peut se passer. Si vous regardez l'exemple de Michel Rocard en 1988, il est nommé Premier ministre par François Mitterrand, qui a été réélu sans avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Michel Rocard va chercher alternativement des soutiens à gauche, vers l'allié naturel du PS à l'époque, qui est le PC, mais aussi à droite du côté des centristes. Et ça permet de faire passer des changements tout à fait importants qui structurent encore aujourd'hui notre société. Je pense notamment à l'adoption du RMI, donc là qui a été fait plutôt avec le soutien du PC, et puis la création de la CSG en remplacement d'autres cotisations, et qui est aujourd'hui le premier impôt en France après la TVA. Et ce procès en illégitimité, on ne risque pas de l'entendre tout le temps bien sûr, c'est la conséquence directe de ces marges électorales extrêmement faibles. On va entendre sans arrêt, effectivement, Emmanuel Macron n'est pas légitime. C'était déjà le cas après 2017, après son élection en 2017. Si vous vous souvenez bien, il y avait eu à plusieurs reprises, notamment du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, des remises en cause de sa légitimité. Là, on va entendre ça, mais beaucoup plus souvent. On se dit que ça ne va pas être une partie de plaisir, notamment sur la réforme des retraites. Est-ce qu'il reste encore un espoir pour Emmanuel Macron ou est-ce que c'est vraiment enterré, comme nous l'a dit hier Marine Le Pen pour le RN ou encore la NUP? Est-ce que c'est ça va être très très compliqué. C'est peut-être le seul projet qui a surnagé dans sa campagne de 2022, c'est la retraite à 65 ans. Mais si vous vous souvenez là encore de l'histoire, en début de campagne, il part sur la retraite à 65 ans. Il y a des critiques qui montent. Il dit ouais, on va peut-être faire d'abord 64 ans, et puis ensuite 65 ans de manière un peu moins affirmative. Et dans la campagne législative, cette histoire de retraite à 65 ans a été prise comme un repoussoir à la fois
par Jean-Luc Mélenchon et ce qui est devenu la NUPES, et à l'extrême droite par le Rassemblement national. Et je pense que ça a été l'une des clés de ce qui s'est passé dimanche dans les urnes. Hein. On sait bien que les Français sont extrêmement réticents à l'allongement de la durée de cotisation et de l'âge de la retraite. On a vu aussi à côté que la CFDT a pris une position plus dure lors de son 50e congrès avec Laurent Berger, son secrétaire général qui a été mis en minorité sur ce point, puisque lui estimait qu'on pouvait envisager un allongement de la durée de cotisation en fonction de l'espérance de vie. Ça a été barré du programme de la CFDT, donc un durcissement là-dessus, une unité syndicale comme il n'y en a pas souvent en France. Donc impossible de passer en force quand on n'a pas de majorité, quand on a tous les syndicats contre soi, que la CFDT ne veut même pas entendre parler d'un allongement de la durée de cotisation. Oui, et puis derrière, il y a un autre risque, c'est que... c'est la rue. C'est la rue. Ouais. Quand vous regardez les réformes des retraites en France qu'il y a eu depuis 30 ans, ça a été les plus grandes manifestations dans les rues qu'il y a eu. On a eu évidemment la réforme dans les transports publics, mais qui touchait plus largement aussi le public d'Alain Juppé en 1995, qui a provoqué les grandes grèves de la fin de l'année 1995. On a eu la réforme Fillon de 2003. On a eu aussi et surtout la réforme Woerth, mais qui était aussi une réforme Fillon en 2010. Mais c'est intéressant qu'il y ait eu Éric Woerth aussi dans cette histoire. Hein. Et donc là, il y a eu des manifestations qui, d'après les comptes même du ministère de l'Intérieur, aboutissent certains jours à ce qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue. C'est les plus grandes manifestations qu'il y a eu en France depuis des décennies. Donc réforme enterrée ou pas, Jean-Marc, sur cette réforme des retraites ? Moi, je prends le pari que la réforme est enterrée, oui. Bon, même s'il y a une coalition avec les LR sur ce projet-là. Comme Michel Rocard est allé chercher les centristes sur certains projets, on pourrait imaginer que le groupe Ensemble, enfin que la coalition qui s'est formée autour du parti d'Emmanuel Macron, aille chercher les Républicains là-dessus. Et c'est là qu'on retrouve Éric Woerth. Éric Woerth était un député républicain qui a rejoint le parti présidentiel et qui pourrait évidemment peut-être servir de pont, avec le risque aussi de servir de repoussoir. Donc ça va être même très très compliqué. Sachant que tout ça déséquilibre un petit peu le financement du programme d'Emmanuel Macron, parce qu'un gros morceau venait de la réforme des retraites, je crois que c'était 8 ou 10 milliards, je ne sais plus, pour financer d'autres dépenses. Et donc là, tout est déséquilibré si la réforme est enterrée. Tout à fait. La réforme des retraites, c'est un moyen simple de faire deux choses. Premièrement, de récupérer de l'argent public vite, et c'est le moyen sans doute le moins douloureux pour récupérer des masses, les moins douloureux dans la société, pour récupérer des masses d'argent tout à fait significatives. Sinon, on prend des mesures qui ont moins d'importance, moins d'ampleur, et donc il faut en prendre davantage. Là, vous faites une mesure sur les retraites, vous avez tout de suite un certain nombre de milliards qui sont dégagés, que vous pouvez affecter à ce moment-là à d'autres dépenses qui sont tout à fait importantes, comme la santé et l'éducation. L'autre raison pour laquelle c'est un outil qui est très utile, c'est qu'il y a là derrière un potentiel de croissance. Si vous accroissez la part de la population d'âge actif au travail, vous accroissez le potentiel de croissance. En ce moment, on voit bien que les entreprises cherchent des salariés un peu partout. Si vous abaissez l'âge de la retraite, ça va être encore plus compliqué. Ouais. Si vous le prolongez, ça peut être mieux, à condition que les entreprises s'en saisissent. Oui, parce que la moitié des personnes qui liquident, on le sait, leur droit à la retraite ne sont pas en emploi. C'est 42%, chiffre précis. L'enjeu de l'allongement de l'âge de la retraite, il y a d'abord un enjeu politique et législatif, mais ensuite, l'enjeu suivant, et qui est peut-être l'enjeu le plus important, c'est celui dans les entreprises, pour qu'elles... Et il faut voir à ce moment-là à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles arrêtent de former les gens à 45 ans. Et pourquoi ? Parce qu'elles parient qu'à partir de 40... Non, parce qu'elles se disent dans 10 ou 15 ans, il va partir. Et donc, il faut évidemment arrêter ça. Il faut former les gens après 50 ans. Et donc, le combat des adversaires du président pourrait donc se poursuivre dans la rue, sur les retraites, mais aussi pour pouvoir d'achat.
Oui, oui, oui. qui pourrait cohabiter aussi pas Le mal de pouvoir monde. d'achat, parce que l'inflation, elle galope, les salaires sont à la traîne. On va C'est avoir 5% de hausse pour l'instant des prix, Oui. 3% en moyenne pour les salaires. Voilà. Et je pense que les gens vont se rendre compte cet été avec ce que les distributeurs nous annoncent. Les distributeurs nous annoncent cet été qu'ils vont relever leurs étiquettes sensiblement sur toute une série de produits. Donc je pense que les gens vont s'en rendre compte en poussant le caddie à la rentrée en revenant de vacances. Et donc là, dans beaucoup d'entreprises, il y avait des clauses de revoyure dans les négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées en début d'année. Il y avait des clauses de revoyure en disant on ne voit pas bien ce qui se passe sur l'inflation. C'était avant le début de la guerre en Ukraine. Donc on se reverra. Dans certaines entreprises, c'est en juillet. Dans beaucoup d'autres, c'est en septembre. Donc dans beaucoup d'entreprises, en septembre, on va discuter salaire dans un climat qui va être assez tendu. Et moi, je pense qu'il y aura des grèves et que ces grèves vont amener des manifestations pour avoir des augmentations de salaire. Et derrière ces manifestations, donc manifestations pour les retraites, manifestations pour le pouvoir d'achat, les salaires, derrière, il y a des gens qui aiment beaucoup les manifestations. Les Français veulent, on se quitte là-dessus, ils veulent ou pas d'un 5e tour? Parce que pour le coup, on a déjà eu présidentielle, législative. Oui, on a eu 70 jours entre le premier tour de la présidentielle, le second tour des législatives. Les Français, ils n'ont sans doute pas envie, au fond, d'un 5e tour, mais ils sont en même temps profondément insatisfaits. Ils sont insatisfaits de l'évolution de leur pouvoir d'achat. Ils n'ont aucune envie qu'on vienne leur dire qu'ils finalement ils vont devoir partir à la retraite plus tard que prévu. Donc il y a une profonde insatisfaction et qui pourrait à un moment coaguler, qui pourrait ou monter comme une pâte. Et encore une fois, il y a un certain nombre de gens à droite, mais surtout à gauche qui guettent ça avec gourmandise pour en faire un ferment, ce qui pourrait ressembler à une forme de révolution. En attendant, le président de la République qui consulte aujourd'hui les chefs de parti. Oui. Bon courage. Oui, ça va être intéressant en tout cas à suivre pour nous. Merci beaucoup. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.